vous intéresse de connaître la suite. Chapitre 1. Été 1996. Le petit réveil posé sur la table de nuit en bois clair venait de sonner. Il était 5h30 et la chambre était baignée d'une lumière dorée que seules les aubes de San Francisco déversent. Toute la maisonnée dormait, la chienne Callie, couchée sur le grand tapis, Lorraine, enfouie sous la couette au milieu de son grand lit. L'appartement de Lorraine surprenait par la tendresse qui s'en dégageait. Au dernier étage d'une maison victorienne sur Green Street, il se composait d'un salon-cuisine à l'américaine, d'un dressing, d'une grande chambre et d'une vaste salle de bain avec fenêtre. Le sol était en parquet blond à lattes et élargi, celle de la salle de bain étant blanchie à la peinture et quadrillée de carreaux noirs peints au pochoir. Les murs blancs s'ornaient de dessins anciens chinés dans les galeries d'Union Street. Le plafond était bordé d'une moulure boisée finement ciselée par les mains d'un menuisier talentueux du début du siècle que Lorraine avait rechampi d'une teinte caramel. Quelques tapis de coco gansés de jute beige délimitaient les coins du salon, de la salle à manger et de la cheminée. Face à l'âtre, un gros canapé en cotonnade écrue invitait à une assise profonde. Les quelques meubles éparses étaient dominés par de très jolies lampes rehaussées d'abat-jour plissées, acquises une à une au fil des 3 dernières années. La nuit avait été très courte. Interne en médecine au San Francisco Memorial Hospital, Lorraine avait dû prolonger sa garde bien au-delà des 24 heures habituelles en raison de l'arrivage tardif des victimes d'un grand incendie. Les premières ambulances avaient jailli dans le sas des urgences 10 minutes avant la relève et elle avait engagé sans attendre le dispatching des premiers blessés vers les différentes salles de préparation sous le regard désespéré de ses équipiers. Avec une méthodologie de virtuose, elle auscultait en quelques minutes chaque patient, lui attribuait une étiquette de couleur matérialisant la gravité de la situation, rédigeait un diagnostic préliminaire, ordonnait les premiers examens et dirigeait les brancardiers vers la salle appropriée. Le tri des 16 personnes débarquées entre minuit et minuit 15 fut terminé à minuit 30 précise, et les chirurgiens, rappelés pour la circonstance, purent commencer leurs premières opérations de cette longue nuit dès 1h moins le quart. Lorraine avait assisté le docteur Fernstein au cours de 2 interventions successives. Elle ne rentra chez elle que sous les ordres formels du médecin, qui lui fit valoir que, la fatigue trompant sa vigilance, elle mettait en péril la santé de ses patients. Au milieu de la nuit, elle quitta le parking de l'hôpital au volant de sa Triumph, rentrant chez elle à vive allure par les rues désertes. « Je suis trop fatiguée et je roule trop vite », se répétait-elle de minute en minute pour lutter contre l'endormissement. Mais l'idée de retourner aux urgences côté salle et non côté coulisses suffisait en elle-même à la tenir éveillée. Elle actionna la porte télécommandée de son garage, gara sa vieille automobile. Passant par le corridor intérieur, elle escalada 4 à 4 les marches de l'escalier principal et entra chez elle avec soulagement. L'aiguille de la pendule posée sur la cheminée marquait la demie de 2 heures. Lorraine fit tomber ses vêtements à terre au milieu de son grand living. D'une nudité parfaite, elle se rendit derrière le bar pour se préparer une tisane. Les bocaux qui ornaient l'étagère en contenaient de toute essence, comme si chaque moment de la journée avait son parfum d'infusion. Elle posa la tasse sur sa table de chevet, se blottit sous la couette et s'endormit instantanément. La journée précédente avait été beaucoup trop longue, et celle qui s'annonçait nécessitait un lever matinal. Profitant de 2 jours de congé, qui pour une fois coïncidaient avec un week-end, elle avait accepté une invitation chez des amis à Carmel. Si la fatigue accumulée justifiait pleinement une grasse matinée, rien n'aurait pu lui faire retarder ce réveil précoce. Lorraine adorait le lever du jour. Sur cette route qui borde le Pacifique et relie San Francisco à la baie de Monterey. À moitié endormie, elle chercha à tâtons le poussoir qui interromprait le carillon du réveil. Elle se frotta les yeux de ses 2 poings fermés et posa son premier regard sur Callie, couchée sur le tapis.
Ne me regarde pas comme ça, je ne fais plus partie de cette planète. Au son de sa voix, sa chienne s'empressa de faire le tour du lit et posa sa tête sur le ventre de sa maîtresse. Je t'abandonne pour 2 jours, ma fille. Maman passera te chercher vers 11h. Pousse-toi, je me lève et je te donne à manger. Lorraine déplia ses jambes, bâilla longuement en étirant ses bras vers le ciel et sauta sur ses 2 pieds joints. Tout en se frottant les cheveux, elle passa derrière le comptoir, ouvrit le réfrigérateur, bâilla à nouveau, sortit beurre, confiture, toast, boîte pour le chien, un paquet entamé de jambon de Parme, un morceau de gouda, une tasse de café, 2 pots de lait, une coupe de compote de pommes, 2 yogourts nature, des céréales, un demi-pamplemousse, l'autre moitié resta sur l'étagère du bas. Cali la regardant, en hochant la tête à plusieurs reprises, Lorraine lui fit les gros yeux et cria « J'ai faim !» Comme d'habitude, elle commença par préparer le petit déjeuner de sa protégée dans une lourde gamelle en terre cuite. Elle composa ensuite son propre plateau et se mit à son bureau. De là, elle pouvait, en tournant légèrement la tête, contempler sans Salito et ses maisons accrochées aux collines, le Golden Gate tendu comme un trait d'union entre les 2 côtés de la baie, le port de pêche de Tiburon, et sous elle, les toits qui s'étendèrent d'escalier jusqu'à la marine. Elle ouvrit la fenêtre en grand. La ville était totalement silencieuse. Seules les cornes de brume des grands cargos en partance pour la Chine, mêlées aux cris des mouettes, venaient rythmer la langueur de ce matin. Elle s'étira à nouveau et s'attaqua d'un vif appétit à ce petit déjeuner gargantuesque. Hier soir, elle n'avait pas dîné, faute de temps. Par 3 reprises, elle avait bien essayé d'avaler un sandwich, mais à chaque tentative, son beeper avait grelotté, la rappelant à une nouvelle urgence. Lorsqu'on la rencontrait et qu'on l'interrogeait sur son métier, elle répondait invariablement pressée. Après avoir dévoré une bonne partie de son festin, elle déposa son plateau dans l'évier et se rendit dans sa salle de bain. Elle fit glisser ses doigts sur les persiennes en bois pour les incliner, abandonna sa chemise de cotonnade blanche à ses pieds et entra sous la douche. Le puissant jet d'eau tiède acheva de la réveiller. En sortant de la douche, elle enroula une serviette autour de sa taille, laissant ses jambes et ses seins nus. Face à la glace, elle fit la moue, se décida pour un maquillage léger, enfila un jean, un polo, enleva le jean, passa la jupe, enleva la jupe et remit le jean. Dans l'armoire, elle prit un sac polochon en toile, y jeta quelques affaires, son nécessaire de toilette et se sentit fin prête pour son week-end. En se retournant, elle regarda l'étendue du désordre régnant. Vêtements au sol, serviettes éparses, vaisselle dans l'évier, literie défaite, prit un air très décidé et clama à voix haute en s'adressant à tous les objets du lieu. On ne dit rien, on ne râle pas, je rentre tôt demain et je vous range pour la semaine. Puis, elle attrapa un crayon et un papier et rédigea la note suivante avant de la coller sur la porte du réfrigérateur avec un gros aimant en forme de grenouille. Maman, merci pour la chienne, surtout ne range rien, je m'occupe de tout en rentrant. Je passe chercher Cali directement chez toi dimanche vers 5h. Je t'aime, ta docteure préférée. Elle enfila son manteau, caressa tendrement la tête de sa chienne, posa un baiser sur son front et claqua la porte de la maison. Elle descendit les marches du grand escalier, passa par l'extérieur pour rejoindre le garage et sursauta presque à pieds joints dans son vieux cabriolet. Partie, je suis partie, se répétait-elle. Je ne peux pas y croire, c'est un vrai miracle. Reste encore à ce que tu veuilles bien démarrer. Amuse-toi, ne serait-ce qu'à tousser une fois. Je noie ton moteur avec du sirop avant de te laisser à la casse et je te remplace par une jeune voiture tout électronique, sans starter et sans état d'âme. Quand il fait froid le matin, tu as bien compris, j'espère. Contact. Il faut croire que la vieille anglaise fut très impressionnée par la conviction des propos de sa maîtresse, car son moteur se mit en route au premier tour de clé. Une belle journée s'annonçait. Chapitre 2. Lorraine démarra lentement pour ne pas réveiller le voisinage. Green Street est une jolie rue bordée d'arbres et de maisons. Ici, les gens se connaissent comme dans un village. 6 croisements avant Van Ness, l'une des 2 grandes artères qui traversent la ville, elle passe à la vitesse supérieure. Une lumière pâle se chargeant de couleurs au fil des minutes réveillait progressivement les perspectives éblouissantes de la ville. Dans les rues désertes, la voiture filait à vive allure.
Lorraine goûtait à l'ivresse de ce moment. Les pentes de San Francisco sont particulièrement propices à ces sensations de vertige. Virage serré dans Sutter Street, bruit et cliquetis dans la direction. Descente abrupte vers Union Square. Il est 6h30, la platine cassette déroule une musique lue à tue-tête. Lorraine est heureuse comme elle ne l'a pas été depuis fort longtemps. Chasser le stress, l'hôpital, les obligations. Un week-end tout à elle s'annonce et il n'y a pas une minute à perdre. Union Square est calme. Dans quelques heures, les trottoirs déborderont de touristes et de citadins faisant leurs courses dans les grands magasins qui longent la place. Les câbles-cars se succéderont, les vitrines seront éclairées, une longue file de voitures se formera à l'entrée du parking central enterré sous les jardins où des groupes de musique échangeront quelques notes et refrains contre des cents ou des dollars. En attendant, en cet instant très matinal, le calme règne. Les devantures sont éteintes, quelques clochards dorment encore sur les bancs. Le gardien du parking somnole dans sa guérite. La Triumph avale l'asphalte au rythme des impulsions du levier de vitesse. Les feux sont ouverts. Lorraine rétrograde en seconde pour mieux engager son tournant dans Polk Street, l'une des 4 rues qui portent le square. Grisée, un foulard en guise de serre-tête, elle amorce son virage devant l'immense façade de l'immeuble de Macy's. Courbe parfaite, les pneus crissent légèrement. Bruit étrange, succession de cliquetis, tout va très vite. Les cliquetis se confondent, se mélangent, se disputent. Claquement brusque, le temps se fige. Il n'y a plus aucun dialogue entre la direction et les roues. La communication est définitivement interrompue. La voiture part de travers et dérape sur la chaussée encore humide. Le visage de Lorraine se crispe. Ses mains s'accrochent au volant devenu docile, acceptant de tourner sans fin dans un vide compromettant pour la suite de la journée. La Triumph continue de glisser. Le temps semble prendre son aise et s'étirer tout à coup, comme dans un long bâillement. Lorraine a la tête qui tourne. En fait, c'est le décor qui tourne autour d'elle à une vitesse surprenante. La voiture se prise pour une toupie. Les roues viennent brutalement buter contre le trottoir. L'avant se soulève et embrasse une bouche d'incendie. Le capot continue de se hisser vers le ciel. Dans un dernier effort, l'automobile tourne sur elle-même, expulse sa conductrice, devenue beaucoup trop lourde pour cette pirouette qui défie les lois de la gravitation. Le corps de Lorraine est projeté en l'air avant de retomber contre la façade du grand magasin. L'immense vitrine explose alors et se répand en un tapis d'éclats. Le drap de verre accueille la jeune femme qui roule sur le sol puis s'immobilise, la chevelure défaite au milieu des débris, pendant que la vieille Triumph finit sa course et se carrière couchée sur le dos, à moitié sur le trottoir. Une simple vapeur qui s'échappe de ses entrailles et elle exhale son dernier soupir, son dernier caprice de vieille anglaise. Lorraine est inerte, elle repose paisible, ses traits sont lisses, sa respiration lente et régulière. La bouche à peine ouverte, on pourrait y deviner un léger sourire. Les yeux fermés, elle semble dormir. Ses longs cheveux encadrent son visage, sa main droite est posée sur son ventre. Dans sa guérite, le gardien du parking clignait des yeux. Il a tout vu, comme au cinéma, mais là c'est pour de vrai, dira-t-il. Il se lève, court au dehors, se ravise et retourne sur ses pas. Fébrilement, il décroche le téléphone et compose le 911. Il appelle au secours et les secours se mettent en route. Le réfectoire du San Francisco Hospital est une grande pièce au sol de carrelage blanc, aux murs peints en jaune. Une multitude de tables rectangulaires en formica sont dispersées le long d'une allée centrale qui conduit au distributeur de nourriture sous vide et de boissons. Le docteur Philip Stern somnolait allongé sur l'une de ces tables, une tasse de café froid dans sa main. Un peu plus loin, son coéquipier se balançait sur une chaise, le regard perdu dans le vide. Le beeper sonna au fond de sa poche. Il ouvrit un œil et regarda sa montre en râlant. Il finissait sa garde dans un quart d'heure. « C'est pas possible. Je n'ai vraiment pas de bol, Franck. Appelle-moi le standard. » Franck attrapa le téléphone mural suspendu au-dessus de lui, écouta le message qu'une voix lui délivra, raccrocha et se retourna vers Stern. « Lève-toi, mon grand, c'est pour nous. Union Square, un code 3. Il paraît que c'est sérieux. » Les 2 internes affectés à l'unité EMS de San Francisco se levèrent, se dirigeant vers le sas où l'ambulance les attendait, moteur en route, rampe lumineuse, étincelante. 2 coups brefs de sirène marquèrent le départ de l'unité 02. Il était 7h moins le quart.
Market Street était totalement déserte et la fourgonnette filait à vive allure dans le petit matin. Putain, et dire qu'il va faire beau aujourd'hui. Pourquoi râles-tu? Parce que je suis claquée et que je vais dormir et que je ne vais pas en profiter. Tourne à gauche, on va prendre l'essence interdite. Frank s'exécuta, l'ambulance remonta Polk Street vers l'Union Square. Tiens, fonce, je l'ai en vue. Arrivés sur la grande place, les deux internes aperçurent d'abord la carcasse de la vieille Trump, avachie sur la bouche d'incendie. Frank coupa la sirène. Dis donc, il ne s'est pas raté, constata Stern en sautant de la camionnette. Deux policiers étaient déjà sur place. L'un d'eux dirigea Philippe vers la vitrine des fêtes. Où est-il? Demanda l'interne à l'un des policiers. Là, devant vous, c'est une femme, et elle est médecin, aux urgences apparemment. Vous le connaissez peut-être. Stern, déjà agenouillé près du corps de Lorraine, hurla à son coéquipier de courir. Muni d'une paire de ciseaux, il avait déjà découpé le jeans et le pull ouvert, mettant la peau à nu. Sur la longue jambe gauche, une déformation sensible, auréolée d'un gros hématome, indiquait une fracture. Le reste du corps était sans contusion apparente. Prépare-moi les pastilles et une perfusion. J'ai un pouls filant et pas de tension. Respiration 48, plaie à la tête, fracture fermée au fémur droit avec hémorragie interne. Tu me prépares de culot. On la connaît, elle est de chez nous. Je l'ai déjà vue, elle est interne aux urgences, elle travaille avec Fernstein. C'est la seule qui lui tient tête. Philippe ne réagit pas à cette dernière remarque. Frank posa les 7 pastilles du scope sur la poitrine de la jeune femme. Il relia chacune d'elles avec un fil électrique de couleurs différentes à l'électrocardiographe portable et enclocha ce dernier. L'écran s'illumina instantanément. « Qu'est-ce que ça donne au tracé ?» demanda-t-il à son coéquipier. « Rien de bon, elle part. Tension à 8,6. Poids 140. Lèvres cyanosées. Je te prépare un tube endotrachéal de 7. On va intuber. » Le docteur Stern venait de placer le cathéter et tendit le bocal de sérum à un policier. « Tenez ça bien en l'air, j'ai besoin de mes 2 mains. » Passant brièvement de l'agent à son équipier, il lui demanda d'injecter 5 mg d'adrénaline dans le tuyau de la perfusion, 125 mg de solumédrol et de préparer immédiatement le défibrillateur. Au même moment, la température de Lorraine se mit à chuter brutalement, tandis que le tracé de l'électrocardiogramme devenait irrégulier. Au bas de l'écran vert, un petit cœur rouge se mit à clignoter, aussitôt accompagné d'un bip court et répétitif, signal prévenant de l'imminence d'une fibrillation cardiaque. « Allez, la belle, accroche-toi. Elle doit pisser le sang à l'intérieur. Comment elle ventre? Souple. Elle saigne probablement dans la jambe. Tu es prêt pour l'intubation ?» En moins d'1 minute, Lorraine fut intubée et la sonde reliée à un embout respiratoire. Stern demanda un bilan des constantes. Frank lui indiqua que la respiration était stable, la tension avait chuté à 5. Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Au bip court se substitua un sifflement strident qui jaillit de l'appareil. « Ça y est, elle fébrile, tu m'envoies 300 joules. » Philippe frotta les 2 poignées de l'appareil, l'une contre l'autre. « C'est bon, tu as le jus, » cria Frank. « On s'écarte, je choque. » Sous l'impulsion de la décharge, le corps se courba brutalement, le ventre arqué vers le ciel avant de retomber. « Non, ce n'est pas bon. Recherche à 360. On recommence. 360, tu peux y aller. On s'écarte. » Le corps se redressa et retomba inerte. « Repasse-moi 5 mg d'adrénaline et recharge à 360. On s'écarte. » Nouvelle décharge, nouveau sursaut. Toujours en fibrillation. On la perd. Injecte une unité de lidocaïne dans la perf et recharge. On s'écarte. Le corps se souleva. On injecte 500 mg de beryllium et tu recharges à 380 immédiatement. Lorraine fut choquée une fois de plus. Son cœur sembla répondre aux drogues qu'on lui avait injectées et reprendre un rythme stable quelques instants seulement. Le sifflement qui s'était interrompu quelques secondes se fit entendre de plus belle. « Arrêt cardiaque !» s'exclama Frank. Immédiatement, Philippe entama un massage cardio-respiratoire avec un acharnement inhabituel. Tout en tentant de la ramener à la vie, il la supplia. « Ne fais pas l'idiote, il fait beau aujourd'hui, reviens, ne nous fais pas ça. » Puis il ordonna à son équipier de recharger la machine une fois de plus. Frank tenta de le calmer. « Philippe, laisse tomber, ça ne sert à rien. » Mais Stern n'abandonnait pas. Il lui hurla de recharger le défibrillateur. Son partenaire s'exécuta. Pour la énième fois, il demanda que l'on s'écarte. Le corps se cambra encore, mais l'électrocardiogramme était toujours plat. Philippe recommença à masser, son front se mit à perler. La fatigue accusait le désespoir du jeune médecin devant son impuissance. Son coéquipier prit conscience que son attitude perdait de sa logique. Il aurait dû tout arrêter depuis plusieurs minutes et déclarer l'heure du décès, mais rien n'y faisait. Il continuait son massage du cœur. Repasse encore un demi-milligramme d'adrénaline et monte à 400. Philippe, arrête, ça n'a pas de sens, elle est morte, tu fais n'importe quoi.
Ferme ta gueule et fais ce que je te dis. Le policier posa un regard interrogateur sur l'interne agenouillé près de Lorraine. Le médecin n'y prêta aucune attention. Franck haussa les épaules, injecta une nouvelle dose dans le tuyau de la perfusion, rechargea le défibrillateur. Il annonça le seuil des 400 milliampères. Stern ne me demanda même pas que l'on s'écarte et envoya la décharge. Mais par l'intensité du contact, le thorax se souleva de terre brutalement. Le tracé resta désespérément plat. L'interne ne le regardait pas et il le savait avant même de choquer cette dernière fois. Il frappa de son poing la poitrine de Lorraine. Merde, merde! Franck le saisit par les épaules et le serra fortement. Arrête Philippe, tu perds les pédales, calme-toi. Tu prononces le décès et oublie. Tu es en train de craquer, tu vas aller te reposer maintenant. Philippe était en sueur, les yeux hagards. Franck haussa le ton, contint la tête de son ami entre ses deux mains, le força à fixer son regard. Il lui intima l'ordre de se calmer et en l'absence de toute réaction, il le gifla. Le jeune médecin accusa le coup. La voix de son confrère se voulut alors apaisante. Reviens avec moi, mon pote, reprends tes esprits. À bout de force, il le lâcha, se relevant, le regard tout aussi perdu. Mais tu sais, les policiers contemplaient les deux médecins. Franck marchait en tournant sur lui-même, apparemment totalement désespéré. Philippe, agenouillé et recroquevillé, releva lentement la tête, ouvrit la bouche et prononça à voix basse. 7h10, décédé, et s'adressant au policier qui tenait toujours le bocal de la perfusion en retenant son souffle. Emmenez-la, c'est fini, on ne peut plus rien faire pour elle. Il se leva, saisit son coéquipier par l'épaule et l'entraîna vers l'ambulance. Allez, viens, on rentre. Les deux agents les suivirent des yeux lorsqu'ils grimpèrent dans la camionnette. Pas très clair les deux toupibes, dit l'un d'eux, le second policier dévisageant son collègue. Tu t'es déjà retrouvé sur une affaire où l'un d'entre nous se fait descendre? Non, alors tu peux pas comprendre ce qu'ils viennent de vivre. Allez, tu m'aides, on la prend délicatement et on la met sur la civière dans le fourgon. L'ambulance avait déjà tourné le coin de la rue. Les deux agents soulevèrent le corps inerte de Lorraine, le déposèrent sur le brancard et le recouvrirent d'une couverture. Les quelques badauds attardés quittèrent les lieux puisque le spectacle était fini. À l'intérieur de l'ému, les deux coéquipiers étaient restés silencieux depuis leur départ. Franck rompit le silence. Qu'est-ce qui t'a pris, Philippe? Elle n'a pas 30 ans, elle est médecin, elle est belle à mourir. Oui, c'est ce qu'elle a fait, d'ailleurs. Ça change quelque chose qu'elle soit belle et médecin. Elle aurait pu être moche et travailler dans un supermarché, c'est le destin, tu n'y peux rien. C'était son heure. On va rentrer, tu vas aller te coucher et tu essayeras de mettre un mouchoir sur tout ça. À 2 blocs derrière eux, le garde de police s'engageait sur un carrefour lorsqu'un taxi passa un feu très mûr. Le policier furieux freina brusquement et donna un coup de sirène. Le chauffeur de limo-service s'arrêta et s'excusa platement. Le corps de Lorraine en était tombé de la civière. Les deux hommes passèrent à l'arrière. Le plus jeune saisit Lorraine par les chevilles, le plus âgé par les bras. Son visage se figea lorsqu'il regarda la poitrine de la jeune femme. Elle respire. Quoi? Elle respire, je te dis. Mets-toi au volant et roule vers l'hôpital. Tu te rends compte, de toute façon, ils n'avaient pas l'air net, ces deux toupibes. Tais-toi et file. Je ne comprends rien, mais ils vont entendre parler de moi. La camionnette des policiers doubla en tremblant sous les yeux ébahis des deux internes. C'était leur flic. Philippe voulut enclencher la sirène et les suivre, son acolyte s'y opposa. Il était vidé. Pourquoi est-ce qu'il roulait comme ça? Mais je n'en sais rien, répondit Franck. Et puis ce n'était peut-être pas eux, ils se ressemblent tous. 10 minutes plus tard, il se rangea à côté du garde de police dont les portes étaient restées ouvertes. Philippe descendit et entra dans le sas des urgences. Il marcha vers l'accueil d'un pas de plus en plus précipité. Il s'adressa à l'hôtesse accueil sans la saluer. Dans quelle salle est-elle? Qui ça, docteur Stern? Demanda l'infirmière en permanence. La jeune femme qui vient d'arriver. Elle est au bloc 3. Fernstein l'a rejointe. Elle est de son équipe, paraît-il. Derrière lui, le policier le plus âgé lui tapa sur l'épaule. Vous avez quoi dans la tête, vous les médecins? Je vous demande pardon. Il faisait bien de demander pardon, mais ça ne suffirait pas. Comment avait-il pu prononcer le décès d'une jeune femme qui respirait encore dans son fourgon? Vous rendez-vous compte que sans moi, on la mettait au frigo vivante? Il allait entendre parler de lui. Le docteur Fernstein sortit du bloc au même moment et fit mine de ne prêter aucune attention à l'agent de police en s'adressant directement au jeune médecin. Stern, combien de doses d'adrénaline avez-vous injecté? 4 fois 5 mg, répondit l'interne. Le professeur le réprimanda aussitôt, lui rappelant que sa conduite relevait de l'acharnement thérapeutique. Puis, s'adressant à l'officier de police, il affirma que Lorraine était morte bien avant que le docteur Stern ne prononce l'heure de son décès. Il ajoutait que la faute de l'équipe médicale était probablement de s'être trop attachée sur le cœur de cette patiente, aux frais des assurés. Pour clore tout débat, il expliqua que le liquide injecté s'était amassé autour de Péricarde. Lorsque vous avez dû freiner brutalement, il est passé dans le cœur. Celui-ci a réagi purement chimiquement et s'est remis en marche. Cela
ne changeait hélas rien au décès cérébral de la victime. Quant au cœur en question, dès que le liquide serait dissous, il s'arrêterait, si ce n'est déjà fait au moment où je vous parle. Il invita le policier à s'excuser auprès du docteur Stern pour son énervement totalement hors de propos et invita ce dernier à passer le voir avant de partir. Le policier se retourna vers Philippe et Maugréa. Je vois que nous n'avons pas le monopole du corporatisme dans la police. Je ne vous souhaite pas une bonne journée. Tourna les talons et quitta l'enceinte de l'hôpital. Bien que les deux vantaux dussent ce soir fermer derrière son passage, on entendit claquer les portes de la fourgonnette. Stern resta les bras croisés sur le comptoir, regardant en plissant les yeux l'infirmière de permanence. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Elle haussa les épaules et lui rappela que Fernstein l'attendait. Frappa à la porte entrebâillée du patron de Lorraine. Le mandarin invita à entrer. Debout derrière son bureau, lui tournant le dos et regardant par la fenêtre, il attendait visiblement que Stern parle le premier, ce que Philippe fit. Il lui avoua ne pas comprendre les propos qu'il avait tenus au policier. Bernstein l'interrompit sèchement. Écoutez-moi bien, Stern, ce que j'ai dit à cet officier était ce qu'il y avait de plus simple à lui expliquer pour qu'il ne fasse pas un rapport sur vous et brise votre carrière. Votre comportement est inadmissible pour quelqu'un de votre expérience. Il faut savoir admettre la mort quand elle s'impose à nous. Ceci clôture cette lecture chuchotée du livre « Et si c'était vrai » de Marc Lévy. Si ce livre vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans la description juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite